June 20th. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinoxe television. You're welcome to the Balingo Newscast. Good afternoon, Christine Babanda. Good day, Malaglorie, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, un conflit foncier met KO les habitants du village Nkolbong, une bourgade située à la lisière entre la ville de Douala et le département d'Unkam. 15 hectares de terre sur le point d'être spoliés par une femme qui se revendique elle aussi propriétaire de la parcelle Curlé. Regardons le reportage de Ulrich Ngonomala, Dalastiana et François Dikoumé. Sur un terrain du village Kolmbon par PK21, la lisière entre l'arrondissement de Douala 3e et le département d'Unkam, une population désemparée. Leurs différentes parcelles de terre, environ 15 hectares, sont en train d'être arrachées, déclare la communauté villageoise, qui possède des titres fonciers établis par le conservateur foncier d'Unkam. L'investissement que vous voyez là, que j'ai investi dans la site, c'est beaucoup d'argent. Pendant toutes les années que je suis ici, je suis ici pendant 6 ans. On n'a jamais me donné une sommation de me dire sort des sites. Personne n'a même dit que comme tu vois là, la site ici, ça ne vous appartient pas. Je n'ai jamais vu une chose. Personne, aucune convocation ni rien n'a jamais venu me trouver. Je suis venu seulement trouver qu'on m'a fait déjà des travaux que vous voyez là. Notre investigation a peine débuté. Nous sommes tout de suite interrompus par les éléments de la police et de la gendarmerie qui assurent l'opération de rembourrement. Ne nous empêchez pas de faire ce qui est en train de se faire. Ça va s'appeler la rébellion. Et nous n'allons pas tolérer ça. Il nous évince du site Curlé. Néanmoins, nous poursuivons notre investigation. Sur le site bien avant, nous avons appris que la mise en cause est une certaine Jacqueline Penda, détentrice elle aussi d'un titre foncier, et qui exécute une instruction du gouverneur du littoral pour s'installer sur le site. Nous l'avons contacté via l'application WhatsApp, message lu sans réponse en retour. Cependant, le certificat de propriété de la mise en cause révèle une intention de mafia foncière, car lorsque la communauté villageoise interroge la base de données du conservateur Voribé, 2 autres certificats sont présentés, portant les mêmes mentions, sauf le nom des propriétaires et les dates de délivrance qui diffèrent. Pour comprendre, nous avons posé la question à Maître Uadjo, avocat et expert sur les questions relatives au foncier. En principe, non. Le certificat de propriété, c'est un acte qui est délivré à la lumière des informations contenues dans le livre foncier. Et le certificat porte naturellement un numéro. Le numéro indique le propriétaire du titre, la superficie et son lieu de situation. Chaque certificat de propriété porte sur un titre foncier bien déterminé, avec un propriétaire bien déterminé, les tenants et les aboutissants bien connus. L'autre incongruité, selon les populations, le nom de la localité mentionné sur le certificat de la mise en cause n'est pas celui qui est visé. Même si c'était le cas, une procédure judiciaire en cas de ce genre d'action. Lorsqu'il existe plus d'un titre foncier sur un même terrain, tous ces titres sont déclarés nuls. Une fois qu'on aurait déterminé lequel des titres fonciers authentiques, le ministre peut donc procéder à sa réhabilitation pour reconnaître que désormais, parmi les 2 ou 3 titres qui existaient sur tel terrain, voilà celui qui est désormais authentique et doit être considéré comme tel. Le propriétaire donc de ce titre-là peut envisager les procédures judiciaires en vue de faire déguerpir ou supprimer les ouvrages érigés. Au regard de la gravité de la situation, l'on se demande bien qui serait à l'origine de ce qui s'apparente à un scandale foncier. Est-ce du fait du découpage administratif des localités du littoral ou une braderie volontaire des terrains? En tout cas, la communauté villageoise a engagé des procédures pour saisir les juridictions compétentes.
En éducation, le projet de loi portant orientation de l'enseignement supérieur sur la table des parlementaires fait déjà l'objet d'une vive polémique. Le syndicat national des enseignants du supérieur regrette que leurs revendications soient balayées d'un revers de la main par le membre du gouvernement en charge de cette institution. Le point avec Carlos Minoué et Achille Kamga. Le ministre de l'Enseignement supérieur tente d'opérer un passage en force en défendant un projet de loi portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. C'est du moins ce que disent les enseignants du supérieur réunis au sein de leur syndicat national. Dans une note signée de la secrétaire générale du dit syndicat, cette organisation regrette qu'un texte d'une telle importance n'ait pas été porté à l'attention de la communauté universitaire avant soumission à la votation du Parlement. Aussi, le syndicat national des enseignants du supérieur regrette-t-il que les nombreuses préoccupations relevées lors de son récent congrès n'aient pas été prises en considération. Nos collègues attendent toujours le paiement de leur prime de la modernisation de la recherche qui avait été instituée par le chef de l'État. Et un tel traitement ne participe pas à restaurer la paix dans nos campus. Au chapitre des propositions, le CNES souhaite que l'un des leurs intègre le conseil d'université, que l'âge de départ à la retraite soit fixé à 65 ans pour les chargés de cours et à 70 ans pour les enseignants de rang magistral. Et davantage, les textes organisant les laboratoires, les unités de formation doctorale, les centres de formation et de recherche doctorale interdisciplinaires, ainsi que les écoles doctorales. La valorisation substantielle du taux de paiement des heures complémentaires aux enseignants dont les montants actuels datent de 1976. Le paiement des frais de jury et d'encadrement de master et de doctorat immédiatement après la soutenance. La présente loi en examen au Parlement intervient 22 ans après celle qui est jugée aujourd'hui inadaptée aux réalités socio-économiques du Cameroun. Elle prendra en compte, entre autres, la valorisation des formations et la protection des enseignants. En économie, risque d'augmentation du prix de la course à taxi dans le département de la Mémé, région du sud-ouest du pays. En cause, l'augmentation du prix du carburant issu de la contrebande, pourtant interdit de vente au Cameroun. Des précisions avec Jean-Paul Boyo. L'augmentation des prix de carburant commercialisés dans le marché noir freine les activités de transport dans la ville. Si les pompes à essence sont ouvertes, le long de la route on voit de plus en plus de bidons de carburant à vendre. C'est plus cher que ce qui se vend en station. Automatiquement, ça ne devrait pas pour le marché noir. Au marché noir, nous l'achetons à 850 francs le litre, ce qui fait à peu près 8500 francs pour 10 litres. Cela veut dire qu'on devrait retourner aux stations-service, où le litre coûte 751 francs. Je réalise actuellement que c'est où je dois aller pour avoir un peu de carburant. Pourtant interdite, l'activité de la vente de carburant frélaté est la principale source d'approvisionnement pour la majorité des chauffeurs qui desservent les différentes localités de la ville. Et dans la situation actuelle, ce sont les prix des courses qui risquent d'être revus à la hausse. Je mets 10 litres de carburant dans mon taxi que vous voyez, parce que je vais travailler 1500 en allant en Banga, ce qui fait 3000 francs aller et retour. Ce qui ne me permet pas de récupérer mon argent de carburant, puisqu'il n'y a pas assez de mouvement. S'il y avait assez de mouvement, je suis sûr que... Le refus persistant de l'approvisionnement du carburant dans les stations-service agréées démontre ici combien malgré les opérations de lutte et les saisies records de carburant frélaté, le problème demeure. Et dans la météo sanitaire camerounaise, le Cameroun s'est joint hier à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Nos reporters Kevin Thiogo et François Dikoumé sont allés à la rencontre des parents dont les enfants sont atteints de cette maladie incurable et génétique. Leur reportage. 6 000, c'est approximativement le nombre de drépanocytaires qui naissent au Cameroun chaque année. Une pathologie extrêmement dangereuse qui nécessite un suivi médical particulier et une veille parentale permanente. C'est une maladie génétique dont les enfants sont les principaux sujets atteints. Florence et Solange
sont tous deux parents d'enfants drépanocytaires. Leur quotidien est difficile. Elles n'ont plus de vie que pour ces enfants. Quand il fait les crises, ça bouleverse toute la maison. C'est comme si la vie s'arrêtait. Et le quotidien est dur. S'ils ne font pas beaucoup de crises, c'est les cas de 3 mois. Mais quand ils ont les crises, c'est chaque mois. Solange est condamnée à rester femme au foyer. Pour cette dernière, impossible de se consacrer à un travail à plein temps. Il faut être disposé à porter assistance à ces 2 enfants. Je me suis donné à eux pour prendre soin d'eux. Même le travail, je ne peux pas faire le travail parce que comme ils sont 2, au moins chacun peut avoir les crises, je me dis 2 fois par mois. À l'instar de la nutrition, la vigilance est recommandée parce que c'est un détail dans leur conduite quotidienne. S'ils ne sont pas pris en compte, peuvent conduire au pire. Florence, la maman de Junior, le sait. Donc c'est compliqué en institution quand même. Tu portes les longues manches, tu ne t'habilles pas comme les autres, sinon tu vas faire une crise. Là, nous te voulons en santé. Je vais rappeler qu'il doit boire de l'eau, il doit se déshydrater, il ne doit pas faire les jeux violents parce qu'il s'oublie. Drépanocytaires, ils ont cependant eux aussi droit à l'éducation. Pour ce faire, certaines précautions sont également imposées. C'est tout le monde qui est au travail, même à l'école, nous avons saisi les autorités pour ne plus jamais porter la main sur lui parce qu'eux ils ignoraient son cas de... C'est 1 semaine à l'école, 1 semaine à la maison. C'est pour ça que je suis obligée d'aller au privé. Il y a surtout le suivi médical. Même à coup de moyens, les parents doivent pourtant s'y faire. Et le ticket, c'est 4 000, hein. Ce n'est pas facile. C'est des enfants qui doivent être supplémentés en acide folique pour leur apporter de quoi fabriquer les globules rouges. Il nécessite effectivement un suivi régulier et rigoureux. Si on ne peut définitivement guérir de la maladie, le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine est cependant le moyen le plus sûr pour éviter la maladie. Selon les statistiques officielles, la drépanocytose fait quelques 4000 morts chaque année au Cameroun. Dans l'actualité sportive, épinglons quelques nouvelles avec nos reporters Dallas Tiana et Fabrice Eloumou pour le round-up. La Fédération camerounaise de football perd son procès en appel à Paris contre le corps sportif. Selon le verdict de la Cour d'appel rendu le 15 juin dernier, l'équipementier français réclame désormais près de 10 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de francs CFA pour rupture abusive de contrat. Ce nouveau revers pour la FECAFOOT contre le corps sportif en rappelle bien d'autres. Toujours en raison d'une rupture abusive de contrat avec Antonio Conceição, ex-entraîneur des Lions indomptables, l'instance dirigée par Samuel Eto'o est contrainte depuis plusieurs mois de payer plus d'1 milliard de francs CFA à l'entraîneur portugais. Des sanctions qui contribuent à vider les caisses de l'instance fêtière du football camerounais, déjà en souffrance du fait, par exemple, des récentes éliminations précoces des sélections nationales de football du pays en compétition internationale. Toujours en football, les quarts de finale de la Coupe du Cameroun ont livré leur verdict. Stade de Bonjoun, déjà tombeur de Bamboutos de Bouddha, et Stade Rena de Milan, s'est qualifié en venant à bout des Stades de Football Club de Bertois, 4-3, après un score d'1 but partout à l'issue du temps réglementaire. La Dynamo de Douala n'a pas eu raison de PWD de Bamenda, vainqueur de la rencontre 6 buts contre 5 lors de la séance fatidique des tirs au but, après un score nul d'1 but partout au terme des 90 minutes. PWD court ainsi vers son 2e sacre de Coupe du Cameroun. La colombe du Djaï Lobo s'est qualifiée en volant plus haut que Edisport de la Leki, 2 buts à 1. Fovu Club de Baram a battu Victoria United 2 buts à 0. Dans la première affiche des demi-finales, Stade de Bonjoun affrontera PWD de Bamenda. La colombe du Sud et Fovu Club de Baram vont se disputer le 2e ticket pour la finale. En basketball, FAP de Yaoundé est sacré champion du Cameroun 2023 après sa brillante victoire 90 contre 85 face à la redoutable équipe de Douala Firebirds. FAP remporte ainsi son 4e titre du genre et va représenter le Cameroun au préliminaire de la 3e édition de la Basketball Africa League, la BAL 2024. Le club des forces armées et police, FAP, avait terminé sa course en quart de finale de la saison inaugurale de la compétition en 2021. Ce clin d'œil à l'actualité sportive camerounaise referme la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous. Malaglory, once more, good day.
Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good afternoon, and thanks for joining us for the second part of the news. Those plying the Bamenda-Babaju Road decry the bad state of the road. Many were blocked around Santa over the weekend due to the heavy rains that worsened the already bad road. Our reporter Smart Chikangebe recounts the ordeal of those passengers on the Babaju-Bamenda Road. His report. Along the Babaju-Bamenda Highway, precisely at Government Bilingual High School Santa, vehicles coming into Bamenda from Boya, Douala and Yaoundé remain blocked. I'm sure you are seeing it all for yourself because it's something that we cannot really explain. You cannot imagine that you leave Douala and you are entering here. We have been here for more than 1 hour, 30 minutes. And you are seeing the various vehicles, there are passengers now that they have poured some gravel before we are able to pass. So we are just putting that the government should see something else to do in such a way that we will be able to travel. This is a national road, but a national road that is not tarred sometimes is not that pleasing. They have to tar that road, they have to do it, make it possible so that you can be able to travel. So that's what I can say. The area in Santa has been a veritable nightmare for road users since the start of construction works on this stretch of road into Bamenda. But they on top, you know, be able to cut, go down on top. Over the weekend, after heavy rains, 2 lorries blocked the road, making it difficult for other road users. At one point, the passengers will try to push out a 70-seater bus stuck in mud. Passengers who arrived as early as 4 a.m. had to wait for several hours before the arrival of a bulldozer which came to scrape off the mud to enable cars to start using the road. The passengers say this road shouldn't be used for elections campaign again because it has overdue. I'm encouraging also the politicians and all the rest to not only come and do politics and allow people. When we do politics, politics is action. We should not do politics and allow people. Election is coming 2025, and I'm sure when we are doing this politics, we should not only be giving vain words. We should give words that will bear fruit. We should not only be talking about things and then you go and stay in the parliament, you stay in the council, that you cannot make good decisions. I'm sure we should be able to do and make good decisions that can bring us development. Launched in 2017 by the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Njumesi, the road linking Babaju in the west to Bamenda in the northwest region remains a challenge to the road users, even though some construction works have been ongoing. From bad roads in Bamenda, which remains a major challenge to the inhabitants, we talk the respect of images, which is becoming a societal ill in Cameroon. Many post pictures on platforms without respecting the privacy of individuals, an act which legal minds say is punishable by law. Our reporter Esie Lucy Lengo spoke to a lawyer on the rights to images and compiled this report. The right to an image is a right of a personality which allows any person, famous or anonymous, to oppose the use of his or her image or any other identifiable features, including his voice, without his authorization. On most of our media platforms, we find people posting images of accidents, suicide, rape, street children, people who have died, amongst others, without even considering viewers' discretion. A legal mind, Barrister Remind, says such acts are against the laws of the country. Unpleasant stories attached to images and even videos for some persons or personalities, without their consent. Some people see pictures and they are asking themselves, am I really the person they are talking about or someone else? Those are actions that can be punishable under the criminal law,
and even the civil law. Recently, many people reacted on social media on the disrespect shown to the corpse of Kadren Nanjib after he died due to a road accident. Phones today are being used by people to dramatize situations. Those who claim that they took pictures from the internet or the pictures were not gotten by them personally are not free. They are not free because the hammer of Section 75 of Law number 2010/2002/012 of 21st December 2010 on cyber security and cyber criminality will still fall on them. Why will it fall on them? It will fall on them because the aspect of consent has not been satisfied. The legal mind warns against such acts as they are punishable by the Cameroonian law. We can use Section 305 of the Penal Code to file a lawsuit against perpetrators of such rights. You can file a civil claim or a criminal claim depending on how hurt the victim feels. You can file a criminal suit under defamation, that's Section 305 under defamation, and Section 305 punishes perpetrators as from 6 months to 6 years imprisonment term as from 6 months to 6 years, and a fine as from 5,000 to 5 million, depending on the circumstances. Ownership of the right to one's image should be respected as the law demands. We now talk health in this edition of the news. Yesterday, June 19, was observed as World Sickle Cell Anemia Day. Statistics indicate that more than 300 children are born sickle cell worldwide, and medics say these kids suffer from health complications throughout their existence and sometimes die if strictly not followed up. Our reporter Annabella reports on sickle cell anemia in children. Her report. Here in Cameroon, an estimated 6,000 children are born SS, that is, with a deficiency in their red blood cells. Medical doctors explain that to be born with a sickle cell, a child has to inherit a copy of the sickle cell gene from both parents. This only happens when the two parents are carriers of the sickle cell gene. Children who suffer from sickle cell disease are prone to several health complications caused by deficient hemoglobin. Ils ont 3 problèmes au quotidien. C'est les infections. Usually, children have 3 major problems. Les douleurs, ils ont très souvent des douleurs qui peuvent être dans daily serious infections, severe pains everywhere in the body. They also have the risk of severe anemia because their red blood cells are rapidly destroyed en masse. Courent le risque d'anémie sévère parce que les globules rouges se détruisent en masse et if both parents have the S trait, it is evident the baby will be born being SS. Unfortunately, adults are ignorant of their status, hence the child suffers. Parfois, c'est au décours même du dépistage chez l'enfant qu'on arrive à dépister que le père était porteur, que la mère était porteuse. Pediatricians say if follow-up is done properly, an SS child's health situation can be controlled. They advise parents to give SS kids plenty of water on a daily basis. This can help prevent pain crises. Folic acid should also be administered, and regular eye tests must be done, not forgetting blood transfusions, vaccines and antibiotics. S'ils sont bien suivis, ils mènent très souvent une très bonne vie. As medicine evolves across the world, it is possible nowadays for a pregnant woman to know through an electrophoresis test if her fetus is SS or not. Oui, désormais, il y a cette facilité, cette possibilité de faire des diagnostics anténatales. The theme for this World Sickle Cell Disease Day is building and strengthening global sickle cell communities, formalizing newborn screening, and knowing your sickle cell disease status.
And as you heard from the previous report, people who suffer from sickle cell anemia are supposed to be followed up strictly and constantly in the hospital. This also incurs a lot of money and time allocation. Our reporter Annabella spoke with some mothers at the Lakentini Hospital who explained the hurdles they go through in taking care of their sickle cell children. Her report. Taking care of an SS child can be very challenging to a parent. Besides being financially costful, it is also physically draining. Parents who have SS children and need to give them care on a daily basis say only the love for one's child can keep him or her going. Ajara Tijino is among the parents present at the Lakentini Hospital with their sick children for follow-up. My child is a sickle cell patient, so it's not really easy. It's not really easy because last Monday I was here with him. Yes, I was here with him. He's having some pains all over the body. Most people who suffer from sickle cell anemia must be consulted at least once in 3 months, but parents find themselves in hospital every week because of very frequent crises. Normally, I used to come with him after 3 months. After 3 months, but if he's sick, I'm forced to bring him. So when they give appointment that it is 3 months, it doesn't mean that I should, if it is sick, I should wait and say that it's after 3 months, I will go. I can be here with him today and go back and he's sick, I'm forced to come back with him. Whether he's sick or not, whether it's a crisis or not, we have to bring him so that they consult him. He cries, children come around him, they cry with him, they try to help him as they can. Dr. Ekose Charlotte, a pediatrician and sickle cell expert, says it is imperative for adults to know their electrophoresis status before procreation. That's why we are trying to test people from 15 years, because it's at that time that you should start talking to them for you to really understand the importance of knowing is hemoglobin electrophoresis. So if you are AS, don't go with somebody who is AS also. If you are AS, you should find somebody who is AA for you to reduce to reduce the risk to have a sickle cell baby. If all of us, if each person in Cameroon does it, then we will reduce the incidence of the disease, and then maybe in some years, finish about sickle cell disease. Living with sickle cell disease has never been an easy task to both the patient and the caregivers. Raising on the World Day Against Sickle Cell Anemia, people are called upon to join the fight to eradicate sickle cell. If couples are conscious and responsible enough to know their hemoglobin status, it will go a long way at bringing to an end the enormous suffering patients and parents go through with sickle cell patients at home. Away from the Sickle Cell Anemia Day, we now take you out of the country where Special Representative of the United Nations Secretary General and the head of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, MINUSMA, says amid endless violence, the stabilization mission in Mali is essential for the Sahel region's stability. But Mali wants MINUSMA out of the territory without a delay. Babila Jonathan tells us why the transitional government of Mali does not want MINUSMA in the country anymore. His report. Mali's interim military authorities asked the United Nations peacekeeping force to leave the country without delay, citing a crisis of confidence between Malian authorities and the decade-long United Nations mission known as MINUSMA. Mali's Foreign Minister Abdoulaye Diop told a 15-member Security Council of the United Nations that the MINUSMA seems to have become a part of the problem in fueling inter-community tensions. He added that this situation is breeding mistrust among the Malian population and also causing a crisis of confidence between Malian authorities and MINUSMA. The withdrawal of MINUSMA marks a major turning point for the West African country, which has been struggling to stem an Islamist insurgency that took root following an uprising in 2012.
MINUSMA was deployed by the United Nations Security Council in 2013 to support foreign and local efforts to restore stability. Frustrations over the growing insecurity spurred 2 coups in 2020 and 2021, and the ruling junta has been increasingly at loggerheads with MINUSMA and other international allies, including France. The priority tasks of the mission, as mandated by the Security Council, are to help stabilize Mali by supporting a political transition, protect civilians under threat of physical violence, promote and protect human rights, and create a secured environment for humanitarian aid delivery. Violence has continued since 2015 with attacks by groups linked to Al-Qaeda and Islamic State spreading to Mali's neighbors in the Sahel region. According to the United Nations, thousands have been killed and over 6 million people displaced. The United Nations Security Council is expected to adopt a resolution on the issue by June 30, 2023. The government of neighboring Burkina Faso has congratulated Mali for taking that decision. Meantime, Mali started counting votes on Sunday from a constitutional referendum. The ruling military junta and regional powers have said it will pave the way to elections and a return to civilian rule. It is on that foreign page that we end this edition of the Media Bilingual Newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. We'll leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a nice day, Malaglorie, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.